Pendant mon voyage en Europe, un professeur a vu sa place de parking secrètement louée par la syndic de l'immeuble. À son retour, il a trouvé une voiture inconnue à sa place et a découvert qu'elle avait empoché tout l'argent, ce qui a commencé comme un simple abus de pouvoir s'est révélé être une combine qui durait depuis des années. Une histoire de courage, de justice et de dépassement qui transformera un homme timide en héros de sa copropriété. Préparez-vous. Pour un récit émouvant, laissez un j'aime et commentez d'où vous regardez. Vous savez ce que c'est que de planifier un voyage de rêve pendant des années, d'organiser chaque détail minuscule, et en rentrant chez vous de découvrir que votre syndic a transformé votre propriété en une affaire personnelle. Et, bien ma chère amie, bienvenue dans mon cauchemar personnel. Un cauchemar nommé Madame Bernadette, la syndic de l'enfer. Commençons par le début, car cette histoire mérite d'être racontée depuis le commencement avec toutes les absurdités dûment détaillées. Je m'appelle Charles. Je suis professeur d'université depuis plus de 20 ans. De ceux qui croient encore que l'éducation transforme des vies. Naïf, je sais. Mais si vous pensez que ma naïveté se limite à la salle de classe, attendez d'entendre. Ce qui s'est passé dans ma copropriété. Pendant 2 décennies, j'ai économisé chaque centime possible pour réaliser mon grand rêve. Rendre visite à ma sœur qui vit en Europe depuis des années. 3 mois de congé sabbatique, planifiés avec la précision d'un horloger suisse. J'ai laissé mon appartement impeccable, confié mes plantes aux voisins, mis mes factures en prélèvement automatique et prévenu la syndic de mon absence prolongée. J'ai même laissé un contact en cas d'urgence si quelque chose d'extraordinaire se produisait. Extraordinaire, vous comprenez? Un incendie, une inondation, l'apocalypse zombie. Pas « je vais louer votre place de parking parce que ça me chante ». Le voyage a été merveilleux, de ceux qui renouvellent l'âme. J'ai visité des endroits que je n'avais vus qu'en photographie, goûté des plats aux noms imprononçables et eu de longues conversations avec ma sœur sur la façon dont la vie nous a menés sur des chemins si différents. Je suis rentré en France revigoré, plein d'histoires à raconter, de photos à montrer, de cadeaux à distribuer. Imaginez ma tête quand, après un vol de 12 heures et un taxi hors de prix depuis l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, j'arrive à mon immeuble et trouve une voiture inconnue garée sur ma place. À ce moment-là, j'avoue, j'ai pensé, ce doit être une erreur. Quelqu'un de nouveau dans l'immeuble qui ne connaît pas les places attribuées. Après tout, 3 mois, c'est suffisant pour que de nouveaux résidents arrivent, n'est-ce pas? Avec la patience que j'ai développée après des décennies à enseigner à des étudiants qui préféreraient être n'importe où, sauf dans mon cours, j'ai respiré profondément et je suis allé chercher la syndic, Madame Bernadette, la même qui gère la copropriété depuis plus de 10 ans, cette petite dame aux cheveux parfaitement teints en châtain. Qui croit-elle tromper? Lunettes sur le bout du nez et un sourire que je sais maintenant être plus faux qu'un billet de 3 €. Madame Bernadette, l'ai-je appelée en la voyant sortir de l'ascenseur avec son petit chien de compagnie, un pinscher névrosé nommé Duc qui ressemble plus à un rat avec des problèmes de colère. Il y a une voiture sur ma place. Je viens d'arriver de voyage et je ne peux pas me garer. Et là, ma chère amie, vient la partie que vous n'allez pas croire. Avec le naturel de quelqu'un qui commente la météo, elle me dit « Ah, Charles, j'ai loué votre place pendant votre absence. C'eût été du gaspillage de la laisser vide si longtemps, vous ne trouvez pas? Monsieur Arnaud du 302 avait besoin d'une place supplémentaire pour la nouvelle voiture de son fils. » J'ai senti ma mâchoire tomber jusqu'au sous-sol de l'immeuble. Louer ma place, sans mon autorisation, sans même me consulter. Mais attendez, ce n'est pas tout. Quand j'ai demandé où était passé l'argent de cette location, Madame Bernadette a simplement haussé les épaules et dit « Considérez cela comme des frais de gestion pour le service rendu. » Frais de gestion? Quel service rendu? Voler mon bien et en profiter? À ce moment-là, j'ai senti une chaleur monter. Mes oreilles sont devenues rouges et j'ai presque perdu mon sang-froid que je maintiens depuis 52 ans. Mais vous connaissez cette sensation de confronter une personne en position d'autorité, celle qui nous fait ravaler nos mots, même quand nous avons raison? Eh bien, je traîne ce blocage depuis l'enfance. Mes parents étaient du genre « les enfants n'ont pas voix au chapitre et respectent tes aînés même quand ils ont tort ». J'ai grandi en croyant que questionner les autorités était pratiquement un péché capital. Et me voilà, un homme adulte, professeur respecté, tremblant comme une feuille, devant une dame de 70 ans avec un pinscher démoniaque dans les bras. Madame Bernadette,
Vous ne pouvez pas louer ma place sans ma permission. C'est illégal. J'ai parlé d'une voix plus aiguë que prévu, presque un murmure. Illégal? Quelle exagération, Charles. Je gère cette copropriété depuis des lustres. Je sais ce que je fais. De plus, c'est fait. Le contrat avec Monsieur Arnaud est de 6 mois. Zix mois. J'ai failli m'étouffer avec ma propre salive. Mais je suis revenu. J'ai besoin de ma place maintenant. Eh bien, utilisez une des places visiteurs en attendant. Ce ne sont que 3 mois de plus. Le temps passe vite, dit-elle, tandis que Duc me fixait de ses petits yeux maléfiques, planifiant probablement comment attaquer mes chevilles quand je serais distrait. Cette nuit-là, je me suis garé dans la rue, à 2 pâtés de maison de mon propre immeuble. J'ai transporté mes valises sous une pluie fine et agaçante, typique de celles qui ne sont pas assez fortes pour justifier un taxi, mais qui garantissent que vous arrivez chez vous ressemblant à un caniche fraîchement lavé. En entrant dans mon appartement épuisé et défait, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les choses n'étaient pas exactement comme je les avais laissées. Ma collection de mugs de ville, que je garde en ordre alphabétique, oui, je suis ce genre de personne, était en désordre. Boston venait avant Barcelone, un scandale. J'ai fouillé l'appartement, de plus en plus perturbé. Mon bureau à domicile, normalement impeccablement organisé, montrait des signes d'utilisation. Le papier dans l'imprimante était dans une position différente. Mon pot à crayon légèrement désaligné. Et puis le coup de grâce, mon tiroir de documents personnels, que je garde fermé à clé, était déverrouillé. La clé, cachée, derrière un cadre photo, était dans la serrure. Quelqu'un était entré dans mon appartement pendant mon absence, et j'ai immédiatement soupçonné qui, le lendemain matin, déterminé à ne pas laisser cette situation perdurer, j'ai frappé à la porte du 302. Si Madame Bernadette ne voulait pas régler le problème, je parlerai directement à Monsieur Arnaud. Un homme grand, chauve et avec une moustache qui semblait avoir sa propre vie à ouvert. « Bonjour, je suis Charles du 507. Je viens parler de la place de parking que vous utilisez. » Il m'a regardé, confus. « Place de parking? Quelle place de parking? » « Ma place, Madame Bernadette m'a dit qu'elle vous l'avait louée pendant mon voyage. » Monsieur Arnaud a froncé les sourcils, semblant sincèrement surpris. « Je n'ai loué aucune place, mon cher. J'ai ma propre place et mon fils ne vit même plus avec moi. Il a vendu sa voiture il y a 6 mois quand il a déménagé à Bordeaux. » Le mystère s'épaississait. Si ce n'était pas Monsieur Arnaud qui utilisait ma place, et pourquoi Madame Bernadette mentirait-elle à ce sujet? Je suis descendu au garage, déterminé à découvrir qui était le conducteur mystérieux. La voiture était toujours là, une Mercedes rutilante qui coûtait certainement plus que mon salaire annuel de professeur. J'ai noté la plaque d'immatriculation et, utilisant mes contacts à l'université, parfois avoir les enfants de commissaire dans ses cours à ses avantages, j'ai découvert que le véhicule appartenait à un certain Richard Martin qui ne résidait même pas dans la copropriété. Armé de cette information, je suis retourné voir Madame Bernadette. Cette fois, je ne serai pas ce professeur timide et hésitant. Je serai Charles, le vengeur des places de parking. Madame Bernadette, pouvons-nous parler de ma place, celle que vous avez dit avoir louée à Monsieur Arnaud du 302? J'ai parlé avec une assurance que je ne ressentais pas, mais que j'ai magnifiquement feinte. Bien sûr, Charles. Que s'est-il passé? Répondit-elle, comme si elle ne savait pas exactement ce que j'avais découvert. Il se trouve que j'ai parlé à Monsieur Arnaud et il ne sait rien de la location de ma place. Curieusement, la voiture qui y est garée appartient à un Richard, Martin qui n'est même pas résident de la copropriété. Le sourire de Madame Bernadette a vacillé un instant, mais s'est vite ressaisi. « Ah, il doit y avoir un malentendu. J'ai peut-être confondu les noms. Ou peut-être avez-vous menti délibérément. Vous avez loué ma place à un étranger et gardé l'argent. Et il y a plus. Quelqu'un est entré dans mon appartement pendant mon absence. Sauriez-vous quelque chose à ce sujet, par hasard? » Le Litset, Pincher s'est mis à japper frénétiquement, comme s'il avait été programmé pour intervenir, chaque fois que sa maîtresse se trouvait dans une situation compromettante. Vérifier les appartements vides fait partie de mes attributions en tant que syndic. C'est une question de sécurité. Quant à la place, vous ne l'utilisiez pas de toute façon, et la copropriété a besoin de fonds supplémentaires. Mais l'argent n'est pas allé à la copropriété, n'est-ce pas? Vous avez parlé de frais de gestion, vous vous souvenez? Pour la première fois, j'ai vu Madame Bernadette mal à l'aise. Son visage, normalement impassible, a montré une légère rougeur. « Charles, vous êtes ingrat.
Je m'occupe de cet immeuble comme si c'était ma propre maison. Une petite reconnaissance pour mon travail acharné n'est pas de trop. » J'étais sur le point de répondre quand une voix féminine a retenti derrière moi. « Pardonnez mon intrusion, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Ce que vous décrivez, madame, relève de l'abus de confiance, et entrer dans un appartement sans autorisation constitue une violation de domicile. » Je me suis retourné et j'ai vu une femme d'environ 60 ans. Cheveux gris courts, posture droite et un regard qui semblait traverser les murs. Elle a tendu la main. Marguerite Dubois, nouvelle résidente du 402, avocate à la retraite. À ce moment-là, j'ai su que j'avais trouvé une alliée et que la bataille contre Madame Bernadette ne faisait que commencer. Les semaines suivantes furent un véritable travail de détective. Marguerite et moi sommes devenus un duo improbable, unis par la cause de la justice au sein de la copropriété. Nous avons découvert que la combine de Madame Bernadette allait bien au-delà de ma place de parking. Elle louait la salle des fêtes sans enregistrer les montants dans les comptes de la copropriété, facturait des frais supplémentaires aux nouveaux résidents pour des services qui auraient dû être gratuits et louait même temporairement des appartements vides à des touristes, un véritable Airbnb clandestin. Comment personne n'a remarqué ça avant? Ai-je demandé à Marguerite pendant que nous examinions d'anciens documents de la copropriété dans mon appartement. Les gens comme Madame Bernadette prospèrent grâce à l'apathie collective, répondit-elle en ajustant ses lunettes de lecture. La plupart des gens préfèrent ne pas s'impliquer, ne pas créer de conflits, surtout avec quelqu'un qui est en position de pouvoir depuis si longtemps. Marguerite avait raison. Notre copropriété était comme un petit fief médiéval, avec Madame Bernadette comme dame féodale et nous tous, ses serviteurs obéissants. Les assemblées générales, qui auraient dû être un espace démocratique, n'étaient que de simples formalités. Les vraies décisions étaient prises lors du fameux goûter hebdomadaire que Madame Bernadette organisait pour les résidents les plus anciens. Un cercle fermé auquel je n'avais jamais été invité, bien que j'y habite depuis 8 ans. Tatsunzis, la fin du premier mois après mon retour, je n'avais toujours pas récupéré ma place, mais j'avais fait des progrès significatifs. Nous avions réussi à accéder aux livres de compte de la copropriété, ou du moins aux versions officielles, et avions trouvé des écarts alarmants. Des dépenses sans facture, des services payés à des sociétés fantômes, et le plus suspect, des recettes bien inférieures à ce qu'elles auraient dû être, compte tenu de toutes les zones de la copropriété qui étaient régulièrement louées. Ce fut lors de la traditionnelle fête des voisins de la copropriété, organisée par Madame Bernadette avec pompe et cérémonie, que nous avons eu notre première grande révélation. Alors que je me servais un verre de punch, bien trop léger, soit dit en passant, j'ai surpris une conversation entre deux anciens résidents. Bien sûr que personne ne remet en question ces décisions. « Tu penses que le neveu va aller contre sa propre tante ?» dit l'un. « C'est ça, être président du conseil syndical et avoir sa tante comme syndic, c'est une combinaison imbattable. La famille Moreau dirige cet immeuble depuis des générations, » répondit l'autre. J'ai failli m'étouffer avec mon punch. Albert Moreau, notre président du conseil syndical, était le neveu de Madame Bernadette. Comment cette information n'avait-elle jamais été divulguée? Clairement, il y avait un conflit d'intérêts évident. Maintenant, nous comprenions pourquoi les irrégularités n'étaient jamais remises en question lors des assemblées. Le responsable de la surveillance était compromis par le lien familial. Armé de cette nouvelle information, j'ai poursuivi mon enquête avec encore plus de vigueur. Au 3e mois, alors que j'avais déjà rassemblé un dossier conséquent sur les activités de Madame Bernadette, elle a contre-attaqué. Soudain, des rumeurs ont commencé à circuler dans l'immeuble. Charles prévoyait de vendre son appartement. Charles voulait juste déprécier la valeur de la copropriété pour obtenir une réduction sur les charges. Charles était un fauteur de troubles qui ne participait jamais aux activités de la copropriété. Cette dernière accusation était particulièrement ironique, étant donné que j'avais tenté de participer à des commissions et groupes de travail à plusieurs reprises, pour être subtilement écarté par Madame Bernadette. « Ah, Charles, vous travaillez déjà tellement à l'université. Nous ne voulons pas vous surcharger. » Les rumeurs ont eu leur effet. Des voisins qui me saluaient cordialement auparavant évitaient maintenant le contact visuel dans l'ascenseur. J'ai été exclu du groupe WhatsApp de la copropriété sans préavis. Même le gardien, M. Jules, qui avait toujours été amical, me traitait maintenant avec froideur. « Ne vous inquiétez pas, » dit Marguerite quand je lui
et fait part de mon isolement croissant. C'est typique des gens comme Bernadette. Quand ils se sentent menacés, ils recourent à la diffamation. Cela signifie que nous sommes sur la bonne voie. Le tournant s'est produit au 4e mois, lorsque Marguerite, en fouillant d'anciens registres, a découvert quelque chose d'explosif. La dernière élection de Madame Bernadette avait eu lieu lors d'une assemblée générale sans quorum suffisant. Techniquement, elle n'était plus légitimement la syndic depuis 3 ans. Cela change tout, m'exclamai-je, ressentant cette excitation que je réserve normalement aux découvertes académiques significatives. Nous pouvons contester toutes les décisions qu'elle a prises pendant cette période. Calmez-vous, professeur, répondit Marguerite avec son pragmatisme habituel. C'est une information précieuse, mais nous devons l'utiliser stratégiquement. Bernadette a des alliés puissants dans l'immeuble, y compris le conseil syndical lui-même. Si nous agissons précipitamment, elle pourrait manipuler la situation à nouveau en sa faveur. J'ai acquiescé à contre-cœur. Encore une fois, ma patience serait mise à l'épreuve. Nous avons continué à collecter des preuves, en nous concentrant désormais particulièrement sur les 3 dernières années de gestion irrégulière. Notre grande opportunité s'est présentée de manière inattendue au 5e mois, lorsqu'un violent orage a provoqué des infiltrations d'eau dans plusieurs appartements, y compris le mien. La réponse de Madame Bernadette à la catastrophe a été révélatrice. Au lieu de prioriser les réparations urgentes des structures touchées, elle a dirigé les ressources de la copropriété vers la rénovation de la piscine, un équipement rarement utilisé par la majorité des résidents, mais fréquenté assidûment par son neveu et ses amis le week-end. Cette décision arbitraire a finalement suscité l'indignation d'autres résidents. Des personnes qui évitaient auparavant de prendre parti exprimaient maintenant ouvertement leur frustration. C'est dans ce climat de mécontentement général que nous avons organisé une réunion informelle dans l'appartement de Marguerite. Le problème, c'est que même avec toutes ces preuves, le règlement de copropriété exige maintenant une majorité qualifiée des 3/4 pour révoquer la syndic, expliqua un résident qui travaillait comme comptable. « Depuis quand ?» demandai-je surpris. « Depuis la dernière révision du règlement approuvée il y a environ 3 mois, pendant que vous étiez en voyage. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Il y a 3 mois, j'étais en Europe. Madame Bernadette avait commodément approuvé une modification du règlement qui rendait sa révocation pratiquement impossible, étant donné qu'au moins 25% des appartements appartenaient à sa famille ou à des alliés proches. J'ai presque abandonné à ce moment-là. Il semblait que Madame Bernadette avait pensé à tout, fermant toutes les voies légales pour la remettre en question. C'est alors que Marguerite, avec son regard de celle qui venait de trouver la pièce finale d'un puzzle, dit « Attendez, comment cette modification du règlement a-t-elle été approuvée? Y a-t-il eu une assemblée générale spécifique? A-t-elle été enregistrée chez le notaire ?» Le comptable fronça les sourcils. « Maintenant que vous le mentionnez, tout s'est fait très rapidement. Madame Bernadette a simplement présenté le nouveau règlement comme un ajustement technique qui ne nécessitait pas de vote formel. « Et avons-nous l'ancienne version du règlement ?» demanda Marguerite. « J'en ai une copie à la maison, » répondit le comptable. « Excellent, si la modification n'a pas suivi les procédures légales, nous pouvons la contester. Le règlement original est toujours valide. » C'était comme voir une lumière au bout du tunnel. Peut-être y avait-il encore de l'espoir. La dernière semaine de ce mois-là, nous avons eu une surprise encore plus grande. Je garai ma voiture dans la rue, puisque ma place était toujours occupée par la Mercedes mystérieuse, quand un homme s'est approché avec hésitation. « Professeur Charles, pouvons-nous parler en privé ?» Il s'est présenté comme Richard Martin, le propriétaire de la voiture qui occupait ma place. À ma grande surprise, ce n'était pas un étranger quelconque, mais le neveu de l'ancien syndic qui avait été mystérieusement écarté de ses fonctions des années auparavant, après avoir lancé une enquête sur des irrégularités financières. « J'ai quelque chose qui pourrait aider votre cause, » dit-il en me tendant une enveloppe. À l'intérieur, j'ai trouvé des reçus de paiement à Madame Bernadette pour l'utilisation de ma place, des montants bien supérieurs à ce qui serait raisonnable, et plus important encore, bien au-dessus de ce qu'elle avait laissé entendre avoir reçu, environ 2000 € sur 6 mois. « Pourquoi me montrez-vous cela ?» demandai-je méfiant. « Mon oncle a essayé de faire ce que vous faites maintenant. Il a fini diffamé, humilié publiquement et forcé à déménager. Je n'ai jamais pardonné ce qu'ils lui ont fait. Quand j'ai su que vous enquêtiez sur Bernadette, j'ai décidé d'aider.
Je demande juste la discrétion. Je ne peux pas m'impliquer ouvertement. » Cette rencontre secrète fut le catalyseur final. Avec les reçus de Richard, la découverte de l'élection irrégulière, les preuves de la modification irrégulière, du règlement et les relevés de dépenses douteuses, nous avions enfin un dossier solide contre Madame Bernadette. Le point culminant de notre saga s'est produit lors de l'Assemblée générale ordinaire du 6e mois après mon retour. La salle des fêtes était bondée. Nous n'avions jamais vu une telle participation. Même les résidents qui se faisaient normalement représenter par procuration étaient venus personnellement, alertés de l'importance de cette réunion. Madame Bernadette présidait la séance avec sa confiance habituelle, intercalant rapports administratifs et éloges à sa propre gestion. Quand vint le moment des questions diverses, je demandai la parole. Je serai bref, commençai-je, sentant mon cœur s'accélérer. Confronter les autorités était toujours difficile pour moi, mais l'indignation surpassait maintenant la peur. Je voudrais soulever quelques questions sur la gestion de notre copropriété. Charles, si c'est encore à propos de votre place de parking, nous pouvons en discuter en privé après, m'interrompit Madame Bernadette, tentant de me faire taire. Il ne s'agit pas seulement de ma place, bien que ce soit un bon point de départ, répondis-je, me surprenant moi-même par ma fermeté. Il s'agit d'un schéma systématique d'irrégularité administrative et financière qui nous affecte tous. Un murmure parcourut la salle. Madame Bernadette se raidit visiblement, tandis que son neveu, le président du conseil syndical, regardait nerveusement son téléphone comme s'il attendait un appel urgent. Avec l'aide de Marguerite, qui avait préparé une présentation impeccable, nous avons exposé méthodiquement chaque preuve. Les loyers non déclarés, l'entrée non autorisée dans les appartements, les détournements de fonds, l'élection irrégulière, la modification irrégulière du règlement. À chaque nouvelle révélation, les visages des présents alternaient entre surprise, indignation et finalement détermination. Lorsque nous avons présenté les reçus fournis par Richard Martin, sans révéler son identité, montrant que Madame Bernadette avait reçu près de 2000 € pour la location de ma place, argent qui n'était jamais entré dans les caisses de la copropriété, le silence fut assourdissant. « C'est absurde !» explosa finalement Madame Bernadette. « Ce sont des accusations infondées d'un résident à problème qui ne s'est jamais adapté à nos règles. Si elles sont infondées, Madame ne verra pas d'inconvénient à ce que nous fassions un audit externe des comptes, n'est-ce pas ?» demanda doucement Marguerite. « Nous n'avons pas le budget pour cela. » intervint rapidement le neveu président. « Je propose de payer l'audit, » dit une voix au fond. C'était Madame Clotilde, la résidente la plus ancienne de l'immeuble, habituellement silencieuse lors des réunions. « Je veux savoir où est passé l'argent qui aurait dû réparer le toit au-dessus de mon appartement qui a des infiltrations depuis 3 ans. » D'autres résidents prirent la parole, relatant des expériences similaires. Frais supplémentaires. Inexplicables. Services promis et jamais réalisés. Traitement préférentiel pour certains résidents. C'était comme si un barrage avait cédé. Des années de frustration contenue s'écoulaient maintenant librement. L'assemblée, qui devait durer 2 heures, s'est prolongée pendant près de 5 heures. À la fin, nous avons voté pour la révocation immédiate de Madame Bernadette et de tout le conseil syndical en suivant le règlement original qui ne nécessitait qu'une majorité simple pour l'embauche d'un audit indépendant et pour l'élection d'une commission provisoire pour gérer la copropriété jusqu'à la prochaine Assemblée générale extraordinaire. À ma surprise et consternation, j'ai été élu président de cette commission transitoire, une position que je n'ai jamais désirée et qui menaçait de compromettre ma routine méticuleusement planifiée et mon temps dédié à la recherche universitaire. « Ce n'est pas forcément permanent », me consola Marguerite après la réunion. « C'est juste jusqu'à ce que nous organisions une nouvelle élection transparente. De plus, vous avez gagné le respect de tous. Votre leadership en ce moment est important. » À contre-cœur, j'ai accepté cette charge temporaire. Dans les semaines suivantes, avec l'aide de Marguerite et d'autres résidents engagés, nous avons commencé à découvrir la véritable étendue des détournements de Madame Bernadette. L'audit a révélé un scénario encore pire que ce que nous imaginions. Sur 10 ans, nous estimons qu'au moins 50 000 € avaient été détournés des caisses de la copropriété. Madame Bernadette, comme on pouvait s'y attendre, a déménagé de l'immeuble avant même la fin de l'audit, emmenant avec elle le pincher démoniaque et laissant derrière elle une pile de problèmes administratifs et structurels qui mettraient des mois à être résolus.
L'Assemblée générale extraordinaire pour élire la nouvelle administration, tenue 2 mois plus tard, s'est transformée en une véritable fête de quartier. Madame Clotilde a apporté ses fameux gâteaux faits maison. D'autres résidents ont contribué avec des boissons et des amuse-gueules, et pour la première fois depuis que j'avais emménagé dans l'immeuble, j'ai senti que nous construisions vraiment une communauté. À mon grand soulagement, un syndic professionnel a été engagé pour s'occuper de la gestion quotidienne de la copropriété, me libérant pour retourner à ma routine universitaire. J'ai été élu au conseil syndical, une position qui me permettait de maintenir une surveillance sur les comptes sans compromettre excessivement mon temps. Quant à ma place de parking, je l'ai récupérée le lendemain de l'Assemblée qui a révoqué Madame Bernadette. Richard Martin, dans un geste de bonne volonté, a non seulement retiré sa voiture immédiatement, mais a également insisté pour me rembourser la période pendant laquelle il l'avait utilisée, arguant qu'il avait payé de bonne foi, croyant que le montant était reversé au propriétaire. 6 mois après cette réunion fatidique, notre copropriété est pratiquement méconnaissable. Les parties communes sont bien entretenues, les problèmes structurels ont enfin été réparés, et il y a une transparence sans précédent dans la gestion des ressources. Plus importante encore, nous avons retrouvé le sentiment de communauté qui avait été progressivement érodé pendant le règne de terreur de Madame Bernadette. Parfois, quand je gare ma voiture sur ma place légitime, je me souviens de comment tout a commencé et je ne peux m'empêcher de sourire. Qui aurait cru que l'usurpation d'une place de parking déclencherait une révolution complète au sein de la copropriété? En tant que professeur, j'ai toujours enseigné à mes étudiants l'importance de la persévérance, de la recherche, de la vérité et du courage de questionner l'autorité lorsque nécessaire. Ironiquement, il m'a fallu une syndic corrompue, une place de parking volée et une avocate à la retraite pour appliquer ces leçons dans ma propre vie. Et s'il y a une chose que j'ai apprise de toute cette expérience, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour surmonter nos peurs les plus profondes. Il m'a fallu plus de 50 ans pour enfin affronter ma terreur d'affronter les figures d'autorité. Chaque moment d'anxiété, chaque nuit blanche, chaque confrontation inconfortable en valait la peine. Ah, et au cas où vous vous poseriez la question à propos de Duc le Pincher démoniaque. J'ai entendu dire qu'il a mordu la cheville du nouveau voisin de Madame Bernadette le premier jour après son déménagement. Certaines choses ne changent jamais, n'est-ce pas? Quant à moi, je planifie mon prochain voyage. 3 mois en Asie. Cette fois, je laisserai des instructions explicites concernant ma place de parking, usage exclusif du propriétaire, contrevenant poursuivi. Non, même la syndic ne peut pas la louer. Oui, je suis sérieux. Parfois, une pancarte claire est tout ce dont nous avons besoin pour éviter les problèmes. Cela est une communauté vigilante, transparente et engagée, parce que, au final, le mal prospère quand les bonnes personnes se taisent. Et moi, j'ai définitivement appris à ne plus me taire.